Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Je suis David et ensemble nous allons explorer la voix poétique du poète italien Pétrarque. Il existe des rencontres qui changent parfois le cours d'une vie, des instants fugaces qui se transforment en éternité. Le 6 avril 1327, dans l'église Sainte-Claire d'Avignon, un jeune homme de 23 ans aperçoit une femme. Elle a 17 ans. Elle est mariée, leur relation n'aura jamais lieu. Et pourtant, de cette vision naîtra l'une des œuvres les plus bouleversantes de la littérature occidentale. Un chant d'amour qui résonnera à travers les siècles et inspirera des générations entières de poètes. Ce jeune homme s'appelle Francesco Petrarca. Nous le connaissons sous le nom de Pétrarque. Cette femme, c'est Laure de Novès, épouse duc de Sade. Entre eux, il n'y aura que des regards échangés lors de messes, quelques mots échangés dans des lieux publics, rien de plus. Mais ce presque rien, Pétrarque tissera un univers poétique d'une richesse inouïe, transformant l'impossibilité d'aimer en source intarissable de création. Aujourd'hui, je vous invite à cheminer avec moi sur les traces de cet homme qui fut bien plus qu'un poète amoureux. Pétrarque fut le premier grand humaniste de la Renaissance, un penseur qui réconcilia l'héritage antique et la foi chrétienne, un érudit qui redécouvrit les trésors oubliés de la Rome classique, un philosophe qui mit l'être humain au centre même de sa réflexion. À travers sa vie et son œuvre, nous découvrirons comment la souffrance amoureuse peut devenir chemin de connaissance, comment l'impossible peut nourrir l'essentiel, comment une passion platonique peut illuminer toute une existence. Francesco Petrarca voit le jour le 20 juillet 1304, non pas dans la Florence qu'il chérira toute sa vie, mais à Arezzo, en Toscane. Cette naissance, en exil, marque déjà le destin de celui qui passera son existence entre plusieurs mondes, plusieurs langues, mais aussi plusieurs patries. Son père, Ser Petrarco, est un notaire florentin, banni de sa ville natale par les guelfes noirs en raison de ses liens avec Dante Alighieri, lui-même exilé. Ainsi, dès l'origine, Pétrarque partage avec le grand poète de la Divine Comédie cette condition d'errance qui sera au cœur même de son identité. La famille ne restera pas longtemps à Arezzo. Elle gagne d'abord Pise, puis Marseille, avant de s'installer définitivement à Avignon en 1312, alors que Francesco a 8 ans. C'est dans cette ville, où la papauté vient de s'établir, que le jeune garçon fait ses humanités. À Carpentras, il découvre les lettres sous la férule d'un maître toscan, Convenol della Prata, qui lui transmet sa passion pour Cicéron. Cette rencontre est fondamentale. C'est par Cicéron que Pétrarque découvrira la beauté. De la prose latine, l'élégance de la rhétorique antique, cette manière de penser et d'écrire qui fera de lui le pont entre deux époques. Comme souvent dans les familles, les désirs du père ne coïncident pas avec les aspirations du fils. Ser Petrarco rêve pour Francesco d'une carrière juridique respectable. Le jeune homme est donc envoyé étudier le droit, d'abord à Montpellier, puis à l'université de Bologne. Mais Francesco s'ennuie mortellement dans l'étude des pandectes et du code justinien. Ce qui le passionne, ce sont les auteurs anciens qu'il dévore en cachette, Virgile, Cicéron, Sénèque. C'est à Bologne qu'il noue également des amitiés décisives, notamment avec Giacomo Colonna, qui deviendra son protecteur, et Guido Sette, compagnon de toute une vie. La mort de son père en 1326 libère Francesco de l'obligation d'embrasser une carrière qui n'est pas faite pour lui. Il abandonne définitivement le droit et, pour assurer sa subsistance tout en préservant sa liberté, entre dans les ordres mineurs. Ce statut lui permet d'obtenir des bénéfices ecclésiastiques sans avoir à célébrer la messe ni à se soumettre aux devoirs d'un véritable prêtre. C'est un arrangement parfait pour un homme qui veut vivre de sa plume et consacrer son existence à l'étude et à la poésie. De retour à Avignon, Francesco découvre la vie mondaine et raffinée de la cour papale, où son élégance intellectuelle et ses premiers vers le font rapidement remarquer.
Ce matin du 6 avril 1327, Francesco Petrarca assiste à la messe matinale en l'église Sainte-Claire d'Avignon. La lumière de printemps filtre à travers les vitraux. L'office suit son cours. Et soudain, il la voit, Laure. Ce prénom résonnera désormais dans son cœur comme une mélodie obsédante. Comme un chant qui ne s'éteindra jamais. Qui était-elle vraiment ? Les historiens ont longtemps débattu de son identité. L'hypothèse la plus communément admise veut qu'il s'agisse de Laure de Novès, fille d'Audibert de Novès, mariée 2 ans plus tôt à Hugues de Sade. Elle aurait alors 17 ans. Certains érudits ont même contesté son existence, voyant en elle une pure allégorie, un symbole de la gloire ou de la beauté idéale. Mais Pétrarque, lui-même, dans ses lettres les plus intimes, affirme la réalité de cette femme, de cette passion qui le consumera pendant 21 ans. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est son caractère platonique, au sens le plus absolu du terme. Laure ne partagera jamais les sentiments de Francesco. Elle restera fidèle à son époux, mère de 11 enfants, menant une vie de famille que Pétrarque observera de loin, avec une mélancolie douloureuse. Entre eux, pas d'étreinte volée, pas de correspondance secrète, pas même de véritables conversations, juste des regards échangés lors d'offices religieux, quelques paroles échangées en présence d'autres personnes. Cette distance infranchissable qui fait de l'amour une sorte de tourment permanent. Et pourtant, de cette frustration naîtra une œuvre immense. Car Pétrarque ne vit pas cet amour impossible comme un échec, mais comme une élévation. Laure devient pour lui ce que Béatrice fut pour Dante. Non pas seulement l'objet d'un désir charnel, mais le véhicule d'une ascension spirituelle. Le miroir dans lequel il contemple à la fois sa propre âme et une beauté qui le dépasse. Dans cette tradition de l'amour, courtois, hérité des troubadours, la dame aimée demeure inaccessible, précisément pour que l'amant puisse transformer son désir en quête de perfection. L'impossibilité d'être aimé en retour, l'agitation de la cour papale, le besoin de solitude et de recueillement, tous ces éléments poussent Pétrarque à chercher un havre de paix. Il le trouve en 1338 à Vaucluse, ce village niché au pied d'une falaise d'où jaillit la Sorgue, fontaine légendaire dont les eaux cristallines semblent surgir du néant. C'est ici, dans cette vallée étroite et solitaire, que Francesco installera sa bibliothèque et passera les années les plus fécondes de sa vie créatrice. Dans une lettre à Francesco Nelli, il décrit ce lieu avec amour. 2 jardins, l'un consacré à Apollon et à l'étude, ombragé et propice à la méditation, l'autre plus proche de la maison, cultivé et dédié à Bacchus. Cette géographie symbolique reflète l'équilibre que Pétrarque cherche à atteindre entre contemplation intellectuelle et plaisir terrestre, entre l'exigence de l'esprit et la nécessité du corps. C'est à Vaucluse que Pétrarque rédige l'essentiel de son Canzoniere, ce recueil de 366 poèmes qui deviendra l'une des œuvres majeures de la littérature européenne. C'est aussi là qu'il travaille à son épopée latine, l'Africa, célébrant Scipion, l'Africain. Et il compose également ses innombrables lettres au grand de ce monde. Mais plus que tout, Vaucluse est le lieu où il peut être lui-même, loin des mondanités, loin des compromis, face à son âme et à ses tourments. Pourtant, la solitude n'est jamais totale. Pétrarque reçoit des visiteurs, entretient une correspondance massive avec des intellectuels et les puissants de son temps. Son ami le plus cher est Philippe de Cabassole, l'évêque de Cavaillon, qui possède son château épiscopal à proximité. Entre promenades au bord de la Sorgue et discussions philosophiques, Pétrarque mène à Vaucluse une existence qui alterne ermitage et vie sociale, solitude choisie et communion avec les esprits brillants de son époque. En 1340, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pétrarque reçoit 2 invitations simultanées. L'une de Paris, de la Sorbonne, où enseigne son confesseur, le moine Augustin François-Denis de Borgo San Sepolcro, l'autre de Rome, du Sénat romain lui-même. Les 2 institutions souhaitent le couronner de laurier, distinction suprême réservée aux plus grands poètes.
honneur qui n'avait plus été décerné depuis l'Antiquité. Le choix de Pétrarque est immédiat, ce sera Rome. Non par mépris pour Paris, mais par amour viscéral pour cette ville éternelle qu'il n'a encore jamais visitée, mais qui hante ses rêves depuis l'enfance. Rome, c'est la patrie spirituelle de tout humaniste, le berceau de la civilisation latine, le lieu où Virgile et Cicéron ont vécu et créé. Avant de recevoir sa couronne, Pétrarque veut être jugé digne par le roi Robert d'Anjou, comte de Provence et roi de Naples, qu'il considère comme le seul mortel capable d'évaluer ses talents. L'examen dure 3 jours. Le premier jour, Pétrarque développe longuement l'utilité de la poésie pour la société. Le deuxième, le roi l'interroge sur des sujets allant de la métaphysique aux phénomènes naturels, de la vie des grands hommes à ses propres voyages. Le troisième jour, après avoir entendu des extraits de l'Africa, le souverain le déclare digne des lauriers. La proclamation est solennelle. Francesco Petrarca est engagé dans la maison royale avec tous les honneurs et privilèges attachés à ce rang. Le 8 avril 1341, exactement 14 ans après sa rencontre avec Laure, Pétrarque monte au Capitole à Rome. Sur ce lieu chargé d'histoire où les empereurs et les généraux victorieux recevaient jadis l'ovation du peuple romain. Francesco reçoit des mains du sénateur Orso del Anguillara la couronne de laurier. Il a 37 ans. C'est le sommet de sa gloire publique. La reconnaissance éclatante de son génie poétique. Et pourtant, ce triomphe terrestre ne peut combler le vide laissé par l'amour impossible. Le laurier de la gloire ne remplacera jamais le laurier de l'or. 1348, ce sera une date qui restera gravée dans la mémoire collective européenne. La peste noire déferle sur le continent, fauchant un tiers de la population en quelques mois. Les villes se vident, les corps s'amoncellent dans les rues, la peur règne partout. Avignon n'est pas épargnée, au contraire, cette ville surpeuplée et grouillante d'activités commerciales et diplomatiques devient un piège mortel. Le 6 avril 1348, exactement 21 ans après sa rencontre avec Laure, Pétrarque apprend que celle-ci a succombé au mal. Elle avait 40 ans. Mère de 11 enfants, elle s'éteint le jour de son anniversaire. Comme si le destin avait voulu boucler le cycle de sa vie avec une symétrie tragique. Cette nouvelle, Pétrarque la reçoit par lettre à Vaucluse. Quelques semaines plus tard, son ami et protecteur, le cardinal Giovanni Colonna, meurt à son tour de la peste. Le désespoir qui s'empare de Pétrarque est immense. Dans une lettre, il écrit « La postérité pourra-t-elle croire à tant de malheurs ?» Pourtant, même dans cette douleur, le poète trouve les ressources pour transformer sa souffrance en beauté. Il compose un sonnet où il affirme que la mort paraissait belle sur son beau visage. Ce vers restera comme l'un des sommets de sa poésie, l'une des images les plus parfaites de ce concept si cher à Pétrarque, la mort comme ultime transfiguration de la beauté. Avec la mort de Laure, commence la seconde partie du Canzoniere. Si les poèmes écrits de son vivant chantaient un amour terrestre, impossible mais réel, ceux qui suivent sa disparition prennent une dimension plus spirituelle. Laure n'est plus seulement l'objet d'un désir charnel sublimé, elle devient une figure céleste, une médiatrice entre le poète et le divin, une lumière qui guide son âme vers des sphères plus hautes. La mort, loin de mettre frein à la passion, la purifie et l'éternise. Pour comprendre l'univers poétique de Pétrarque, il faut d'abord saisir une chose essentielle. Il n'écrit pas sur l'amour, il écrit l'amour. Ses vers ne sont pas la description d'une passion, ils sont cette passion même, incarnée dans la musicalité des mots, dans la structure rigoureuse du sonnet, dans cette tension permanente entre désir et renoncement. Le Canzoniere, ce recueil qui rassemble 366 poèmes, est bien plus qu'une collection de vers amoureux. C'est une architecture savamment construite, un édifice poétique où chaque pierre a sa place. Pétrarque y travaille toute sa vie, réarrangeant sans cesse l'ordre des poèmes, peaufinant chaque vers, cherchant la perfection formelle, qui seule peut rendre justice à l'intensité de ses sentiments. Le recueil se divise en 2 parties. Les poèmes écrits du vivant de Laure et ceux composés après sa mort.
Ces structures reflètent le passage d'un amour terrestre, charnel, même s'il demeure chaste, à un amour spirituel qui transcende la mort. Mais plus profondément, cette division illustre le combat intérieur de Pétrarque. D'un côté, l'attachement aux choses de ce monde, au plaisir des sens, à la beauté éphémère. De l'autre, l'aspiration à l'éternel, au divin, à cette paix de l'âme que seul le détachement peut apporter. Dans sa manière d'écrire, Pétrarque révolutionne la poésie amoureuse. Il s'inscrit dans la tradition du Dolce Stil Novo, inauguré par Dante, mais il y apporte une dimension nouvelle, plus introspective, plus psychologique. Là où Dante fait de Béatrice un guide vers le paradis, Pétrarque fait de l'or, le prétexte d'une exploration infinie de sa propre subjectivité. Ces poèmes sont des variations sur un thème unique, l'amour impossible et ses 1000 nuances. La nature occupe une place centrale dans l'univers poétique de Pétrarque. Les paysages de Vaucluse, les eaux de la Sorgue, les collines provençales deviennent les confidents de ses tourments. Mais cette nature n'est jamais simplement décorative, elle est le miroir de l'âme, le reflet des états intérieurs du poète. Quand il erre seul dans les campagnes désertes, cherchant à fuir le regard des hommes qui lisent trop facilement sa souffrance, la nature devient refuge et complice. Les monts et les plaines, les fleuves et les forêts connaissent sa vie secrète mieux que quiconque. Le sonnet devient, sous la plume de Pétrarque, la forme poétique par excellence. Ces structures à 14 vers, avec ses 2 quatrains et ses 2 tercets, lui permet de développer une pensée en la faisant progresser selon une architecture rigoureuse. Le premier quatrain pose le problème, le second le développe, le premier tercet introduit une inflexion, et le dernier tercet apporte une résolution, souvent surprenante. C'est dans cette tension entre contraintes formelles et liberté d'expression que Pétrarque trouve son génie. Mais au-delà de la forme, c'est la langue elle-même que Pétrarque façonne. Il écrit en toscan, cette langue vulgaire que l'Église et les érudits méprisent encore, lui donnant une noblesse et une élégance qui en feront le fondement de l'italien moderne. Ses vers coulent avec une fluidité musicale, ses images frappent par leur justesse, son vocabulaire allie simplicité et raffinement. Cette langue poétique, Pétrarque l'a forgée mot après mot, conscient qu'il ne célébrait pas seulement un amour, mais qu'il créait un idiome nouveau pour dire l'âme humaine. Pétrarque ne fut pas seulement poète, il fut aussi un philosophe, au sens le plus noble du terme, un amoureux de la sagesse, un chercheur de vérité, un penseur qui s'interrogeait sans cesse sur le sens de l'existence humaine. Et dans cette quête, 3 influences majeures ont façonné sa pensée. Saint Augustin, Platon et l'héritage de l'Antiquité romaine incarné par Cicéron et Sénèque. De tous les pères de l'Église, Augustin est celui dont Pétrarque se sent le plus proche. Les confessions de l'évêque d'Hippone sont son livre de chevet, son guide spirituel, le miroir dans lequel il contemple ses propres contradictions. Comme Augustin, Pétrarque est déchiré entre l'amour des créatures terrestres et l'aspiration à l'amour divin. Comme lui, il connaît les tourments de la concupiscence, l'attrait irrésistible de la beauté sensible et la culpabilité qui l'accompagne. Dans une œuvre fascinante intitulée Secretum, Pétrarque met en scène un dialogue imaginaire entre lui-même et saint Augustin. Pendant 3 jours, le saint défunt revient pour converser avec le poète, pour l'exhorter à abandonner ses passions terrestres et se tourner entièrement vers Dieu. Mais Francesco résiste. Il ne peut renoncer ni à son amour pour l'or, ni à son désir de gloire littéraire. Ce dialogue, qui ne sera publié qu'après sa mort, révèle toute la complexité psychologique de Pétrarque, son honnêteté intellectuelle face à ses propres faiblesses. La philosophie augustinienne enseigne que les créatures ne doivent être qu'un moyen pour s'élever jusqu'au Créateur. La beauté de l'or devrait conduire Pétrarque à contempler la beauté divine dont elle n'est que le reflet. Mais le poète s'arrête à mi-chemin. Il reste fasciné par le reflet, incapable de détourner son regard pour contempler la source. Cette tension entre l'idéal augustinien et la réalité vécue est au cœur de toute l'œuvre de Pétrarque. Il sait où il devrait aller,
mais il ne peut s'y résoudre. Et c'est précisément cette impossibilité qui fait de lui un homme moderne, déchiré entre des aspirations contradictoires. Si Augustin est le maître spirituel de Pétrarque, Platon est son maître philosophique. Cette préférence pour le philosophe athénien, contre Aristote, qui dominait alors la pensée médiévale, constitue l'une des ruptures majeures opérées par l'humanisme naissant. Pétrarque reproche à la scolastique médiévale d'avoir perverti la pensée d'Aristote, en la réduisant à une logique desséchée, coupée de la vie réelle. Il admire en Platon la capacité de lier philosophie et poésie, raison et inspiration, dialectique et mythe. Pour Pétrarque, la philosophie ne doit pas être un exercice abstrait réservé aux spécialistes. Elle doit être l'art de vivre, comme le disaient les stoïciens. Elle doit nous apprendre à devenir meilleurs, à cultiver notre humanité, à atteindre la vertu et la sagesse. En cela, il rejoint l'idéal platonicien d'une philosophie qui transforme l'âme de celui qui la pratique. Cette vision de la philosophie, comme exercice spirituel, comme travail sur soi, annonce déjà les grands penseurs de la Renaissance comme Erasme ou Montaigne. Le platonisme de Pétrarque se manifeste aussi dans sa conception de l'amour. En reprenant la théorie exposée dans le banquet, il voit dans l'amour terrestre un moyen de s'élever vers la contemplation du beau absolu. La beauté de l'or n'est que l'échelon le plus bas d'une échelle qui devrait conduire l'amant jusqu'à la vision de l'idée pure du beau, jusqu'à Dieu lui-même. Mais comme nous l'avons vu, Pétrarque ne parvient pas à gravir complètement cette échelle. Il reste attaché à l'échelon terrestre, fasciné par une beauté particulière plutôt que par le beau universel. Pétrarque est considéré comme le premier grand humaniste de la Renaissance. Mais que signifie vraiment ce terme d'humanisme ? Il désigne d'abord un mouvement intellectuel qui redécouvre et valorise les textes de l'Antiquité classique, particulièrement les œuvres de Cicéron, Sénèque, Virgile. Pétrarque consacre une partie considérable de son existence à rechercher des manuscrits anciens, à les copier, à les éditer et à les commenter. C'est lui qui redécouvre les lettres de Cicéron, jusqu'alors perdues. C'est lui également qui compile et organise les décades de Tite-Live. Mais l'humanisme n'est pas qu'une affaire d'érudition. C'est surtout une nouvelle manière de penser la place de l'être humain dans le monde. Alors que la pensée médiévale mettait l'accent sur la petitesse de l'homme face à Dieu, sur sa condition de pécheur, sur le mépris qu'il devait avoir pour les choses terrestres, l'humanisme affirme la dignité de l'homme, sa capacité à se perfectionner, la valeur de la culture et de l'éducation. L'homme n'est plus seulement une créature déchue, attendant son salut, il est aussi un être capable de grandeur, de vertu et de beauté. Cette vision n'est pas antichrétienne. Au contraire, Pétrarque cherche à réconcilier l'héritage gréco-romain et la foi chrétienne. Il pense que la lecture des auteurs anciens, loin d'éloigner de Dieu, peut au contraire y conduire. Les vertus que célébraient Cicéron ou Sénèque, le courage, la tempérance, la justice, la sagesse, ne sont-elles pas aussi des vertus chrétiennes ? La sagesse stoïcienne ne prépare-t-elle pas à recevoir la grâce divine ? Victor Hugo, dans une lettre magnifique, écrite exactement 500 ans après la mort de Pétrarque, résumera admirablement le génie de cet homme. Pétrarque est une lumière dans son temps, et c'est une belle chose qu'une lumière qui vient de l'amour. Il aima une femme, et il charma le monde. Pétrarque est une sorte de Platon de la poésie. Il a ce qu'on pourrait appeler la subtilité du cœur, et en même temps la profondeur de l'esprit. Cet amant est un penseur, ce poète est un philosophe. Après la mort de Laure et la disparition de ses protecteurs de la famille Colonna, Pétrarque n'a plus de raison de rester en Provence. Son cœur l'appelle vers l'Italie, cette patrie qu'il n'a jamais vraiment habitée, mais qu'il chérit par-dessus tout. Il quitte définitivement Vaucluse en 1353 et entame une série de pérégrinations italiennes qui l'emmèneront successivement à Milan, Venise, Padoue. Partout, il est accueilli en héros. Sa renommée est immense. Les princes se disputent l'honneur de l'accueillir, les villes rivalisent pour l'attirer. Pétrarque profite de cette liberté pour voyager, pour nouer de nouvelles amitiés, pour continuer son travail inlassable d'écriture et de révision de ses œuvres.
car jusqu'à la fin, il ne cessera de retravailler son canzoniere, ajoutant un vers ici, en supprimant un là, réarrangeant l'ordre des poèmes dans sa quête éternelle de perfection. En 1367, sentant ses forces décliner, Pétrarque s'installe dans le village d'Arca, au pied des monts Euganéens, non loin de Padoue. Ce petit bourg tranquille, réputé pour ses sources thermales, sera son dernier refuge. Il y achète une maison entourée d'un jardin, y installe sa bibliothèque et s'y consacre à l'étude et à l'écriture. Sa fille, Francesca, née d'une liaison de jeunesse, vient s'installer près de lui avec sa famille. C'est dans cette atmosphère paisible que Pétrarque passera ses dernières années. Le 19 juillet 1374, la veille de ses 70 ans, Francesco Petrarca s'éteint. On le trouve le matin, assis à son bureau, la tête posée sur un livre qu'il était en train de lire. Mort en plein travail, fidèle jusqu'au bout à cette vocation intellectuelle qui fut la sienne toute sa vie. Il est enterré dans le village d'Arca, qui prendra plus tard le nom d'Arca Petrarca, en son honneur bien sûr. Son tombeau, placé devant l'église, devient rapidement un lieu de pèlerinage pour des amoureux de la poésie. L'influence de Pétrarque sur la littérature européenne est réellement considérable. Le pétrarchisme devient un mouvement poétique qui domine la Renaissance. En France, les poètes de la Pléiade, du Bellay, Ronsard, s'en inspirent directement. En Angleterre, Philip Sidney, Edmund Spenser, William Shakespeare reprennent sa manière d'écrire le sonnet amoureux. En Espagne, en Allemagne, partout en Europe, les poètes imitent sa forme, son style, sa sensibilité. Mais au-delà de cette influence formelle, c'est toute une vision du monde que Pétrarque a contribué à façonner, en plaçant l'homme au centre de sa réflexion, en valorisant la culture et l'éducation, en réconciliant l'héritage antique et la foi chrétienne. Il a ouvert la voie à la Renaissance, cette période extraordinaire qui voit l'éclosion de génies comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Erasme, Montaigne. Tous sont redevables d'une manière ou d'une autre à ce poète philosophe qui, le premier, a osé regarder l'Antiquité non comme un passé révolu, mais comme un trésor à redécouvrir. Plus profondément encore, Pétrarque invente une nouvelle forme de subjectivité. Avant lui, la littérature médiévale était dominée par des formes impersonnelles, par des genres codifiés, où l'individualité de l'auteur s'effaçait derrière les conventions. Avec le canzoniere, l'introspection devient le cœur même de la poésie. Le « je » qui parle n'est pas un « je » générique, c'est vraiment Francesco, avec ses doutes, ses contradictions, ses faiblesses. Cette exploration minutieuse de la vie intérieure annonce les essais de Montaigne, les confessions de Rousseau. Toute cette tradition autobiographique qui fera de la littérature moderne un miroir de l'âme. Laissez-moi maintenant, pour conclure ce voyage au cœur de l'univers pétrarquien, vous offrir la lecture d'un de ses plus beaux sonnets. Il est connu sous son incipit latin Solo et Pensoso. Dans ces 14 vers d'une beauté bouleversante, Pétrarque exprime avec une intensité rare la solitude de l'amoureux, sa fuite des regards humains, son dialogue avec la nature et avec l'amour lui-même. C'est toute la mélancolie de sa condition qui s'exprime ici, cette impossibilité à échapper à une passion qu'il consume. Je vous donne lecture de Seul et pensif. Seul et pensif, je vais mesurant les plus désertes campagnes à pas tardif et lent. Et mes yeux sont uniquement préoccupés de rechercher, pour les fuir, les lieux où le sable porte l'empreinte de vestiges humains. Je ne trouve pas d'autre défense pour éviter que les gens ne s'aperçoivent de mon état. Car dans l'air joyeux que j'affiche au dehors, on lit combien je brûle au dedans. De sorte que je crois désormais que les monts et les plaines, les fleuves et les forêts savent quelle est ma vie, qui est caché à autrui. Mais pourtant, je ne sais pas chercher des voies si rudes et si sauvages.
qu'amour ne vienne toujours résonner avec moi et moi avec lui. Ces vers sont d'une modernité stupéfiante. 7 siècles après leur composition, ils résonnent encore en nous avec une force intacte. Parce qu'ils disent cette vérité universelle. On ne fuit jamais vraiment ce qui nous habite. Pétrarque peut bien s'enfoncer dans les campagnes les plus désertes, gravir les montagnes les plus sauvages, s'isoler dans les vallées les plus reculées. Amour le suit partout. Non pas comme un persécuteur extérieur, mais comme une présence intérieure, comme un compagnon de dialogue qu'on ne peut faire taire. Cette impossibilité d'échapper à soi-même, cette conscience douloureuse que notre âme est transparente malgré tous nos efforts pour la dissimuler, cette conviction que la nature elle-même participe à nos tourments en les reflétant et en les accueillant. Voilà ce que Pétrarque exprime avec une justesse qui traverse le temps. Et c'est peut-être là son génie le plus profond. Avoir su transformer une expérience singulière, son amour impossible pour l'or, en parole universelle qui parle à tous les cœurs, à toutes les époques. Au terme de ce voyage, dans l'univers de Pétrarque, que pouvons-nous retenir ? D'abord, peut-être ceci. L'impossibilité n'est pas nécessairement un échec. Elle peut être un chemin, une voie paradoxale vers la connaissance de soi et la création. Pétrarque n'a jamais possédé l'or, mais c'est précisément cette absence qui a nourri toute son œuvre. L'inaccessible devient source inépuisable de chants. Ensuite, que la poésie n'est pas un ornement superficiel de l'existence, mais une manière d'être au monde. Pour Pétrarque, écrire n'était pas une activité parmi d'autres, c'était le sens même de sa vie, la façon dont il habitait le temps, dont il transformait l'expérience brute en beauté, la souffrance en lumière. Cette vision de la poésie comme exercice spirituel, comme alchimie qui transmute le plomb du quotidien en or de l'éternité, nous est plus que jamais nécessaire. Enfin, que la grandeur de l'homme réside dans sa capacité à embrasser ses contradictions plutôt qu'à les nier. Pétrarque n'a jamais résolu le conflit entre son amour terrestre et son aspiration au divin, entre sa soif de gloire et son désir de solitude, entre l'héritage païen et la foi chrétienne. Il a vécu ces tensions jusqu'au bout avec une honnêteté qui force le respect. C'est dans cette acceptation de notre complexité, de notre déchirement fondamental, que se trouve peut-être la véritable sagesse. Pétrarque nous a quittés il y a plus de 650 ans, mais ses vers continuent de vivre, de toucher les cœurs, d'illuminer les âmes, parce qu'il a su donner forme et beauté à ce que nous ressentons tous, confusément, quand l'amour nous visite. Cette exaltation et cette souffrance mêlées. Cette impression d'être à la fois plus grand et plus vulnérable, cette certitude qu'il existe quelque chose qui nous dépasse infiniment et qui, pourtant, nous constitue au plus profond. En cela, Francesco Petrarca demeure éternellement notre contemporain. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.